Voilà, mesdames et messieurs, invités, chers collègues président de Sion qui est là, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde sur les enjeux concernant les communautés électriques locales, les CEL, qui découlent de la nouvelle législation sur l'énergie. Alors, je vous présente brièvement les intervenants. Il y a je vais commencer ici, monsieur Frédéric Gentizon, qui est fondateur et CEO de Energia SA, qui était déjà présent il y a 2 ans à la première édition de Energia Vetro. Il a été conférencier ce matin déjà pour expliquer les solutions financières pour les communes afin d'aider à réaliser et financer la transition énergétique. Il y a M. François Fellet, directeur d'Euken, qui était également présent il y a 2 ans, donc à Energia. Ensuite, il y a M. Joël Fournier, qui est le chef de service de l'énergie et des forces hydrauliques, qui était également présent il y a 2 ans. Et pour terminer, last but not least, le professeur M. François Maréchal, professeur d'EPFL, qui était aussi présent il y a 2 ans. Donc ce sont des fidèles d'Energia Vetro du Salon de la transition énergétique. Je vous remercie pour votre présence. Et puis, donc cette table ronde va durer 45 minutes environ, on verra s'il faut couper ou bien prolonger avec des questions supplémentaires. Plus 15 minutes à la fin environ de questions pour vous aux différents intervenants. Et puis le thème de cette table ronde, ce sont justement ces communautés électriques locales, CEL, qui sont prévues dans cette loi sur l'approvisionnement en électricité. 3 petites lettres CEL, mais qui vont peut-être révolutionner le marché de l'électricité. Donc, pour commencer ces débats, j'aimerais que M. Gentizon nous présente, nous explique, mais en termes faciles, compréhensibles, qu'est-ce que sont une CEL? Qu'est-ce qu'une CEL? Alors, bonjour mesdames et messieurs. Alors, une CEL, en fait, comme son nom l'indique, communauté d'électricité locale ou de communauté électrique locale. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'ancienne loi sur l'énergie, si vous aviez une source d'électricité incroyable ici à Vétro, du style, je sais pas, une éolienne ou autre, eh bien, vous ne pourriez pas vous distribuer cette électricité au sein de Vétro. Vous seriez obligé de l'injecter sur le réseau de consommation, sur le grid national, et puis ensuite de ça, puis vous seriez payé au prix de cette injection, au prix de reprise. Et puis ensuite de ça, vous seriez obligé de racheter cette électricité au prix du marché. L'idée avec la nouvelle loi, comme l'a expliqué ce matin M. Benoît Reva, d'une loi d'approvisionnement électrique basée sur des énergies renouvelables, c'est qu'il y a la possibilité maintenant que toute l'électricité qui est produite dans une commune, par exemple, elle soit injectée, elle soit non pas injectée sur le réseau, mais qu'elle soit distribuée sur tous les adhérents à cette communauté électrique locale au prix qu'aura décidé cette communauté électrique locale en demandant ce qu'on appelle au GRD, au gestionnaire de réseau de distribution, de pouvoir utiliser le réseau local pour faire cette distribution d'électricité, bien sûr moyennement ce qu'on appelle une taxe de transport. Alors maintenant, on en est, vous savez que le 9 juin, il y a eu un référendum, le peuple a accepté cette loi. On est en train de travailler avec l'Office fédéral de l'énergie sur l'ordonnance maintenant d'application. Alors il y a des choses qui sont encore un peu floues au niveau de cette ordonnance, mais on a vu par exemple que la limite de cette géographique de cette communauté électrique locale, ça pourrait être justement une commune, ça s'arrêterait au territoire communal, donc ça permet d'avoir une CEL pour toute une commune. Puis après, bien sûr, il y a des règles et des choses qui doivent être discutées, notamment le pourcentage entre la puissance que vous produisez par rapport à la puissance que vous pouvez distribuer. Ça, c'est pas encore tout à fait fixé. Et puis, il y a aussi également le rabais du prix concernant la taxe que va vous facturer
le gestionnaire de réseau de distribution locale pour pouvoir utiliser le réseau local pour faire le transport. Voilà, brièvement. D'accord. Est-ce que les autres intervenants ont un complément à apporter pour le public? Qu'est-ce que c'est une communauté électrique locale qui n'aurait pas été dit? Je pense en particulier, qu'est-ce qu'on peut inclure dans ces communautés? Quelle production on peut inclure dans ces communautés électriques locales? Moi, je fais volontiers un petit historique, parce qu'en fait, l'évolution législative dans le domaine du solaire s'est faite vraiment progressivement. Au début, tout ce qu'on produisait, donc il y a une dizaine d'années, était injecté, était rétribué, ce qu'on appelle la rétribution à prix coûtant. Donc on ne se préoccupait pas de savoir s'il fallait autoconsommer ou pas. Puis ensuite, les règles ont changé, et puis il y a eu une incitation, parce qu'il y avait une subvention à l'investissement, à autoconsommer le maximum dans son propre bâtiment, comme propriétaire de maison, etc. Puis ensuite, la législation a évolué dans le sens de pouvoir éventuellement vendre l'électricité au bâtiment d'à côté pour autant qu'on n'utilise pas le réseau du distributeur. Mais sur la parcelle voisine, c'est possible, mais il faut tirer un câble direct. Puis maintenant, avec ces communautés d'électricité locales, on arrive dans une situation où on peut utiliser le réseau du distributeur. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Mais vous voyez, il a fallu, depuis 2008 jusqu'à maintenant à peu près, pour que les choses évoluent progressivement jusqu'à pouvoir utiliser ce réseau. Et comme le réseau qui est utilisé, c'est un réseau local, on n'a pas besoin de Swissgrid, on n'a pas besoin de Valgrid en Valais au niveau des réseaux haute tension. C'est la raison pour laquelle le timbre réseau qu'on paye aujourd'hui quand vous avez sur la facture le timbre réseau, il sera plus bas dans une communauté électrique locale. Mais l'essentiel, c'est vraiment de favoriser la consommation dans le quartier ou dans la commune de certains producteurs qui ont une production excédentaire. Et concernant ma question, qu'est-ce qu'on peut inclure dans le futur, dans les possibilités dans ces communautés électriques locales? Donc, je peux énumérer. Est-ce qu'on peut mettre de la géothermie? Est-ce qu'on peut mettre du turbinage? Est-ce qu'on peut mettre de l'éolien? Moi, je veux bien répondre mais je vais répondre de point de vue un peu plus académique avant de dire comment ça s'est transcrit dans la loi. Mais a priori, il y a un gros avantage de ces communautés-là, c'est des gens qui investissent pour satisfaire leurs besoins. Donc a priori, il n'y a rien qui interdirait d'inclure, je remplace ma chaudière par une pompe à chaleur. Je vais développer un réseau de chauffage urbain mutualisé, basé sur une pompe à chaleur, et puis je vais utiliser l'électricité qui tombe sur mon toit pour entraîner ma pompe à chaleur, et je ne vais demander, alors je vais dire un week-end, juste de s'occuper de ce qui me manque, de prendre ce que j'ai en trop et d'acheter ce qui me manque. Puis on peut dire aussi que je pourrais aussi rajouter toutes les voitures électriques qui seront tout près, qui elles pourront aussi devenir des batteries qui seront utilisées par la communauté locale. Et pour autant que j'ai quelque chose qui me certifie que c'est moi qui ai utilisé la puissance qui est arrivée dans mon service, eh bien, je pourrais très bien déclarer que c'est une communauté locale, et je pourrais même mesurer la quantité de puissance qui va passer dans les deux sens et qui devrait être gérée par d'abord le distributeur local, et puis après peut-être suppléé par les éoliennes, et puis les barrages, et puis peut-être des achats à l'extérieur. Donc ça, pour moi, le concept, ça implique un changement sociétal important, parce que maintenant le fournisseur d'électricité n'est plus la grosse centrale, à gaz, hydro ou nucléaire, c'est les gens. Les gens qui achètent des équipements pour satisfaire leurs besoins et qui vont offrir des services, parce que dès qu'on est intelligent dans l'opération, donc dans la coordination entre le soleil qui brille et mes besoins de chauffage, je vais pouvoir même fournir des services à un week-end, par exemple, pour éviter qu'ils doivent mettre plus de câbles, parce que moi, je vais pouvoir dire, OK, tu me limites ma puissance, je m'arrange pour la garder chez moi. Et puis alors, l'autre chose qui est en train de se passer, qui est aussi super important, c'est le marché du photovoltaïque et des batteries. Parce que la semaine passée, j'ai vu que le photovoltaïque industriel était avec un coût de production inférieur à 1 centime le kilowattheure sur le marché. Donc ça veut dire que
il y a plus photo par rapport à toutes les autres manières de produire. Et nous, on va le voir arriver. Donc, on pourra toujours mettre des taxes pour empêcher d'arriver. Mais sur le marché, on le voit à ce prix-là. Ok. Je reste auprès de vous, Monsieur Maréchal. Vous êtes justement un spécialiste et un ambassadeur de cette production décentralisée. Vous faites plusieurs articles. Un des derniers, c'était les systèmes énergétiques décentralisés ont du potentiel dans une revue de l'EPFL. Donc, ça fait longtemps que vous prenez ces productions décentralisées. Donc, maintenant, vous êtes comblé. On vous a écouté. Tout est radieux et ensoleillé. Je prône, mais j'observe d'abord. Donc, ce qu'on fait au niveau de ma recherche dans mon groupe, c'est d'essayer de montrer quels sont les futurs possibles. Hein. Donc, et donc, on a effectivement développé des modèles qui permettent de montrer la valeur d'une approche en communauté d'énergie locale plutôt que les approches traditionnelles. J'avoue que j'étais assez par les résultats. Surtout par le fait que lorsqu'on pousse le bouton et qu'on modélise la Suisse, donc nous, ce qu'on a fait pour modéliser le futur, on a dit, tiens, imaginons que les Suisses tous ensemble, hein, un dictateur qui prendrait la meilleure décision pour tout le monde, qui applique les méthodes de calcul de la rentabilité, enfin de l'économie. Hein, donc je pousse sur le bouton et je demande, fais le choix du coût le plus bas possible pour satisfaire tous mes besoins. Hein. Et là, on se rend compte que c'est franchement moins cher. Et c'est indépendant du prix que Eucken va m'offrir. Hein. Donc c'est juste combien ça coûte et puis combien est-ce que on devrait mettre tous ensemble pour acheter tout ce dont on a besoin pour satisfaire tous nos besoins. J'ai noté les chiffres, c'est intéressant. Parce que tout le monde sait bien combien on dépense pour se chauffer, se déplacer et produire. Donc, vous savez combien on dépense en Suisse par année? Aujourd'hui, en 2020, c'était 160 francs par personne et par mois. Ce qui correspond à peu près à 16 milliards. D'accord. En 2022, parce qu'il y a eu l'effet Poutine, hein, on payait l'électricité beaucoup plus cher. On a dû apporter du pétrole de Poutine. Les 160 sont devenus 220 francs par mois, par habitant. Ce qui correspond à 22 milliards par an, à peu près. Et si je pousse le bouton avec la technologie que je connais et que je fais des communautés locales et je satisfais les mêmes besoins de tout le monde, hein, on ne change pas le type de besoin, eh bien, ça nous coûtera que 107 francs par mois et par habitant. 107 au lieu de 160. Ça veut dire, ça arrive à peu près à 12 milliards, ce que la Banque nationale avait calculé. Donc, c'est juste. Sauf que là-dedans, dans les 160 francs qu'on paye aujourd'hui, il y a 8 milliards qui servent à acheter de l'énergie à l'extérieur. Donc, les 16 milliards, il y a 8 milliards qui servent à acheter de l'énergie à l'extérieur. On y revient après peut-être sur les aspects finances. Et ce qui est aussi super important, aujourd'hui, il y a 1,3 milliard qui sont dépensés par les personnes pour leurs besoins énergétiques. Donc, c'est acheter des chaudières, isoler les bâtiments, etc. À l'avenir, ce sera 6 milliards qui devraient être dépensés chez les gens, dans les communautés d'énergie locale. Et donc ça, c'est un gros changement. Donc on passe de 1 à 6. Hein. Et d'où vient cet argent? En fait, on va simplement ne plus acheter de l'énergie fossile et on va la mettre chez les gens. Chez les gens, ça veut dire pour se chauffer et se déplacer, hein, parce que les véhicules seront électriques. Ouais. Alors là, on a déjà bien abordé l'aspect financier. Je voudrais revenir plutôt à l'aspect maintenant général et puis le défi technique. On a parlé d'Eucken, donc je me tourne vers M. Felet. Les GRD, donc Eucken est un GRD, c'est comment ça s'appelle, un grand distributeur, gestionnaire de réseau de distribution. Pardon. Donc eux, avec cette nouvelle loi et cette mise en œuvre des CEL, ils ont un grand défi. Ils doivent rendre d'abord public toute la topologie et les caractéristiques du réseau électrique, du périmètre d'une celle, donc d'une commune par exemple. Et puis s'il y a toutes les communes du Valais, eh bien, ils auront ce job à faire. Vous allez devoir aussi équiper de compteurs intelligents les producteurs consommateurs d'une celle,
peut-être même tous les ménages, je ne sais pas encore exactement, peut-être que vous allez nous dire là. Donc c'est un sacré défi technologique, est-ce que vous allez pouvoir le surmonter dans les temps? Alors c'est surtout un défi humain plutôt que technologique, puisque la technologie, elle existe. Les comptages, le comptage intelligent, le smart metering, c'est un compteur à télérelève qui fait que on peut accéder à des informations en temps réel, essentiellement 4 relevés par heure, alors qu'aujourd'hui on faisait 1 relevé par an. Donc c'est de dire que c'est surtout un défi humain de déployer cet équipement chez 80% de nos clients d'ici 2027. Et l'autre aspect, c'est la gestion des données. Humain et plutôt dans la gestion des données, parce qu'on a ces données qui sont énormes. Alors déjà, il faut pouvoir les assimiler, puis ensuite, il faut lui donner du sens. Il faut leur donner du sens, parce qu'aujourd'hui, et tout le monde peut s'en plaindre, moi le premier, la facture, elle vous apporte peu de sens. Elle est très détaillée, hein. Ils ont voulu dans la loi apporter beaucoup de transparence. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand vous regardez les lignes qu'il y a derrière votre facture, mais en fait c'est presque le contraire. En apportant plus d'informations, on a réduit le sens de la facture. Donc on pourra profiter de la consommation qui est facturée pour pouvoir donner des renseignements utiles du type est-ce que vous avez consommé plus ou moins que l'année passée? Est-ce qu'il y a une influence par rapport à la température qu'il faisait l'année passée? Est-ce que par rapport à un ménage de votre type ou par rapport à une entreprise de votre type, vous êtes au-dessous de la moyenne? Et puis, bien sûr, ensuite, apporter des conseils pour faire en sorte de réduire la consommation. Ça, c'est un défi humain et un défi plutôt de la technologie d'information. Mais c'est pas un défi technologique au sens de développer, de faire de la recherche pour pouvoir atteindre cet objectif. Partager la topologie du réseau. On a le réseau parce qu'on l'exploite. Donc nous, on a les plans, hein, c'est sûr. Maintenant, partager, on doit respecter la protection des données et puis on doit respecter les principes de sécurité. On peut pas commencer à aller bidouiller son installation parce qu'on se met en danger puis on met en danger les autres. Mais partager l'information, c'est aussi quelque chose qui n'est pas non plus un défi, pour autant que tout le volet de protection des données puis tout le volet de la sécurité soit assuré. Donc voilà, je dirais pas que c'est un défi insurmontable, c'est très ambitieux, en tout cas les objectifs qui se sont fixés. Et nous, on s'est fixé des priorités de développement, de déploiement. On s'est pas dit on part depuis l'est du réseau pour aller jusqu'à l'ouest. On prend des cibles de clients et puis on commence par les producteurs de solaire. Parce que eux, on pourra déjà leur apporter beaucoup plus clairement quelle est la part qu'ils consomment, qu'ils soutirent du réseau, quelle est la part qu'ils autoconsomment et quelle est la part qu'ils injectent dans le réseau. Donc voilà la priorité qu'on donnera. La deuxième, puisque ça peut intéresser les communes, on va aller dans les multisites, dans ceux qui ont plusieurs sites, et ça va notamment aider dans le cadre des communautés électriques locales. Pour venir au réseau, donc il faudra quand même que le réseau soit adapté à ce changement. Est-ce que c'est aussi un défi ou bien il est déjà adapté à ce changement d'échange dans un quartier Alors c'est pas le défi, c'est pas la selle. Hein. Le défi, c'est la production décentralisée. Entre un réseau qui a été conçu pour amener du courant depuis une centrale nucléaire ou depuis un barrage jusqu'à la prise, ici 230, eh bien, il y a tout un processus qui a été d'abaissement de tension, d'équipement de réseau, même une organisation. Hein, c'est des sociétés qui se sont progressivement formées, réparties les tâches, et ça, c'est en train d'être revu. Et je pense que c'est une bonne chose. Et pourtant, et c'est pour ça que j'émets encore quelques réserves, mais la selle, elle est en construction. Aujourd'hui, dire quelle est la définition de la selle, c'est compliqué. On a la base dans la loi, l'ordonnance elle est en cours de développement. J'ai l'impression aussi que l'OFEN découvre quelles sont les complexités et jusqu'où ça va, et puis qu'en fait, probablement qu'on va arriver, comme toujours, à quelque chose d'un peu plus raisonnable, et puis qui devra un petit peu faire être éprouvé au principe de réalité. Sur les défis techniques, est-ce que quelqu'un aimerait... Oui. Je vais rajouter un complément d'information parce que il y a derrière le fait qu'on arrive à mesurer en temps réel les consommations des gens, il y a
une opportunité de gestion de l'énergie qui change complètement. Je donne un exemple. Moi, quand je rentre à la maison et que ma voiture électrique est à un niveau bas, je la plug et Aiken me fournit la puissance max. Alors que je vais dormir toute la nuit, et donc il pourrait très bien décider, ben non, je ne donne pas la puissance max, je vais faire quelque chose d'intelligent et je ne recharge que si c'est nécessaire et à la vitesse que je peux satisfaire. Et ça, c'est tout ce qui est caché derrière le fait que si je vois la variation, eh bien, je vais aussi voir l'horizon météo qui est donné par Météo Suisse et je vais pouvoir faire de la coordination. La pompe à chaleur ne va pas démarrer pendant que ma voiture se charge, ou je ne vais pas démarrer la pompe à chaleur lorsque je sais que je vais commencer à cuisiner, juste pour éviter de faire des pics, ou pour éviter de faire des transferts d'énergie, parce que je voudrais autoconsommer un maximum l'énergie que je produis moi personnellement. Oui, je voudrais juste ajouter une petite précision, parce que par rapport aux propos du professeur Maréchal, fort intéressant par ailleurs, mais pour ne pas faire d'amalgame, on a aujourd'hui besoin de deux types d'énergie. C'est l'énergie, si on veut se passer du fossile, bien évidemment, d'énergie secondaire. C'est l'énergie thermique, d'un autre côté, chaud ou du froid, et puis l'énergie électrique. Et si on veut parler des communautés électriques locales, ça concerne uniquement l'électricité. Non. Sauf que Carnot nous dit que pour fournir de la chaleur dans des bâtiments, il faut utiliser des pompes à chaleur. Et donc, on met le lien entre l'électricité et le thermique et le froid. Ah, d'accord, oui. Okay. Évidemment que la pompe à chaleur, c'est pas la meilleure solution tout le temps. Si on arrive à amener soit un chauffage à distance, par exemple, qui a un coefficient qui est plus intéressant pour des consommations dans certains volumes. Enfin, je vais pas faire la leçon à un professeur de l'EPFL, j'ai pas le niveau, mais le PFL en fait, est c'est comme chauffé. ça qu'on prévoit en tout cas le déploiement en fonction des coefficients thermiques des bâtiments. Ouais. Mais le PFL est chauffé depuis 50 ans et il y a une pompe à chaleur sur un réseau de chauffage urbain. Et la HES avec du CAD, alors faudra voir comment. Non, alors, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des pompes à chaleur comme source pour un CAD, mais la source pour un CAD, ça peut aussi être par exemple de la biomasse, ça peut aussi être des sondes géothermiques. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on parle de CAD, lorsqu'on parle de sel, c'est uniquement pour tout ce qui concerne la production d'électricité. Puis pour revenir à votre question, elle peut être bien sûr par du photovoltaïque, elle pourrait être par de l'éolien, elle pourrait être par du pompage, du turbinage hydraulique, etc. C'est toute production électrique, quelle que soit sa source, quel que soit son mix, qui peut être distribuée au niveau local par ce système des communautés électriques locales. D'accord. On aperçoit déjà au lointain quand même, il y aura quand même quelques tiraillements ou petits problèmes entre les GRD, les consommateurs, des producteurs, enfin. Donc, je pense qu'il va falloir certainement que quelqu'un fasse le garant du bon fonctionnement. Donc là, je me tourne vers le représentant de l'État. Alors, c'est clair, je sais que ce qui concerne l'électricité, c'est Berne qui doit faire la police, mais le canton, par son service, est-ce qu'il n'a pas aussi un rôle de surveillant de ce bon fonctionnement de cette petite révolution qu'on va vivre? Je peux simplement dire non. Non, on n'a aucune compétence en la matière. Compétence décisionnelle, compétence de surveillance, quoi que ce soit. C'est vraiment régi par une loi fédérale avec des compétences qui sont au niveau de l'OFEN, et puis ensuite des GRD, et peut-être de l'ELCOM, la commission de l'électricité en cas de litige. Il y a une commission qui existe au niveau national et où chacun peut s'adresser lorsqu'il n'est pas d'accord avec les conditions qui sont fixées par les distributeurs. Donc le devoir de surveillance, il est vraiment nationalisé. D'accord. Si je peux commenter sur le tiraillement, parce que en fait, il y a un tiraillement qui va se traduire par une compétition.
Hein, donc il y a plusieurs solutions, il y a des solutions qui sont équivalentes, il y a des solutions qui ont un avantage ou enfin, qui ont des avantages et des désavantages, et il va être important de prendre les bonnes décisions. Donc je vais donner un exemple, on parle du CAD, je travaille avec la ville de Lausanne, hein, et quand on fait une analyse dans la ville de Lausanne, on est obligé de travailler avec des décisions de CAD qui ont été prises il y a 90 ans. Parce qu'ils ont encore toujours les tuyaux qui ont été placés dans le sol il y a 90 ans. Et la solution que je vais proposer, qu'on va identifier avec les partenaires à Lausanne, sera différente d'une solution où j'ai un super nouveau quartier où il n'y a encore rien du tout et je vais peut-être aller chercher la géothermie qui est justement disponible à cet endroit-là, ou bien le Rhône qui passe à côté. Mais je vais le faire tout à fait différemment s'il y a quelque chose qui a été décidé il y a 90 ans et qui est compatible ou pas compatible avec mes objectifs de la transition énergétique. Donc, quand vous parlez de décider, c'est une base légale, ça que vous dites? Non, alors il y a d'abord un engineering à faire, donc il faut choisir quels sont les équipements qu'on active, il faut choisir quelle pompe à chaleur je mets avec quelle taille, combien de panneaux solaires je dois mettre sur les toits. Et puis là, moi, je peux dire que aujourd'hui, on reçoit des messages qui sont pas toujours cohérents. Hein. Si je crois les prix de Huyken aujourd'hui à Sion, la réponse est mettez du panneau solaire partout, sur les murs et sur les toits, parce que le message du prix de l'électricité est tel que c'est intéressant de le faire. Demain, ils vont changer les prix et puis je serai déçu parce que je n'aurai pas le même revenu des investissements que j'ai fait. Donc, j'ai pas utilisé les bons arguments pour prendre la décision. Et pourquoi je dis que ça risque de créer des problèmes. Donc, si je fais mes calculs avec les prix d'aujourd'hui, je couvre ma maison de panneaux solaires, et moi je peux vous dire qu'il n'y a que 60% du potentiel solaire sur les bâtiments de Suisse qui est nécessaire pour la Suisse. Donc ça veut dire qu'il y aura, si tout le monde agissait aujourd'hui et couvrait tous les bâtiments de panneaux solaires, il y aurait 40% de frustrés. Monsieur Felet, je vais vous passer la parole, mais justement, quand nous avons préparé cette table ronde, vous m'avez dit « Ah, les CEL, c'est une excellente idée ». Alors je me suis dit, mais un GRD qui dit que les CEL, c'est une excellente idée, alors il est soit suicidaire ou masochiste, parce que vous allez perdre une grande partie de votre chiffre d'affaires. Alors, ici, je joue le rôle où, disons, je porte la parole du GRD, du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité soumis à un monopole, avec un monopole régulé par l'ELCOM. Et puis, ça me permet déjà de préciser les choses. La marge ne dépend pas du prix de l'électricité. Ça ne dépend pas du prix de l'électricité. Puis si les prix explosent, qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est une facture du courant électrique qu'on va payer plus cher et on va le transformer en tarif et on va tarifer pour aller rechercher l'équivalent de l'explosion de ces coûts. Je le rappelle parce que souvent on l'oublie, c'est vrai que chacun a vu sa facture augmenter et j'en suis désolé. Simplement pour nous, notre facture, c'est-à-dire notre facture de l'énergie que l'on a acquise, c'est 52 millions de plus d'une année à l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et la marge par client, elle est passée de 95 francs à 75 francs et maintenant, pour l'année prochaine, à 60 francs par client. C'est la marge, c'est du franc par client. Alors qu'on ait des clients qui consomment beaucoup de courant, qu'on ait des clients qui consomment beaucoup de courant cher, ne change absolument rien à la rentabilité de l'entreprise. Okay. Et cette rentabilité, elle est sous la surveillance de l'ELCOM. Première chose. Deuxième chose, je dis la SEL, c'est une bonne idée. Excellente idée. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. J'assume. Simplement, aujourd'hui, pourquoi c'est une excellente idée? Parce que, et d'un point de vue du gestionnaire de distribution toujours. Pourquoi? Parce que du moment qu'on maximise l'autoconsommation, moi, j'ai pas besoin d'investir à courir après justement tous ces sites de production qui vont beaucoup plus rapidement que le déploiement d'un réseau pour grossir les câbles, les stations et tout ça, tout l'équipement technique pour courir après ce développement. Et puis, je vais investir et comme je viens de vous l'expliquer, ces investissements supplémentaires, ils vont se reporter sur le tarif des clients.
Alors, si on autoconsomme cette énergie, eh bien, on décarbone aussi, on consomme de l'énergie qui est renouvelable, locale, et puis, en fait, on arrive à faire cette transition énergétique sans que le réseau court derrière et finalement renchérisse la facture du client. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Je n'arrive pas encore à voir exactement, par contre, dans la mise en œuvre technique, en quoi ça va nous faire réduire nos investissements dans le réseau. Pourquoi ? Parce que on est toujours dépendant du réseau. Et aujourd'hui, le rôle du réseau, c'est pas de pouvoir prendre la moyenne de ce qu'on injecte ou la moyenne de ce qu'on consomme, mais le pic de ce qu'on peut injecter ou le pic de ce qu'on consomme. Et du moment qu'on utilise le réseau de distribution toujours en le rémunérant à 60% ou à un taux réduit, il doit exister, il doit être là et il doit être en capacité de répondre à ces impératifs techniques pour pas que tout le réseau s'effondre. Donc, là, aujourd'hui, je mesure pas encore, je maintiens, c'est une excellente idée. Je n'ai pas encore tous les détails qui me permettent de vérifier que ça va se transformer en une réduction des coûts du réseau. Quelqu'un a une réponse? Oui, alors ça ne se transforme pas en une réduction du coût du réseau. Il faudra effectivement investir plus dans les réseaux basse et moyenne tension. Ça c'est très clair. C'est une augmentation de 50% à peu près dans les calculs qu'on a fait. Par contre, c'est peut-être pas une excellente idée finalement. Non, mais c'est la conséquence de l'intégration des énergies renouvelables. Hein. Les ressources renouvelables sont diffuses et elles sont beaucoup plus proches des gens. Elles n'arrivent pas à un endroit donné puis elles sont distribuées à tout le monde. Elles doivent être managées à l'interne. Et bon, c'est nos calculs, donc ils sont peut-être, on a peut-être fait des mauvaises hypothèses. On a quand même travaillé avec SwissGrid pour les faire, donc j'imagine qu'ils sont plus ou moins validés. Par contre, les très grands réseaux, enfin les réseaux de transport, eux, ils seront beaucoup plus bas. Parce qu'on n'a pas besoin de faire de transporter de la très haute tension en gros, on n'a pas besoin de prendre l'électricité des panneaux solaires, la ramener à très très haute tension pour les ramener chez les gens après. Monsieur Gentizon? Oui, alors j'ai juste de nouveau une précision à faire, comme Monsieur Fellet l'a dit. Donc, il faut déjà distinguer, quand on parle d'énergéticiens comme Eucken ou d'autres, ou Alpi, il faut distinguer la fonction de gestionnaire de réseau de distribution, c'est-à-dire de s'occuper de ces réseaux de distribution, comme l'a dit qui ne va rien changer avec les communautés électriques locales. Il faudra bien que quelqu'un s'occupe de la gestion du réseau de distribution, de l'activité de production d'électricité et puis de marché de l'électricité. C'est deux choses différentes, complètement différentes. Maintenant, je rejoins, je pense, totalement Monsieur Maréchal et puis Monsieur Fellet. Je pense que ça va nécessiter notamment de fait que ce soit bidirectionnel, c'est-à-dire que jusqu'à présent, comme Monsieur Fellet le disait, c'était de prendre depuis une centrale électrique et d'amener au consommateur à la prise. Maintenant, il y aura du bidirectionnel, il y aura une gestion qui est beaucoup plus complexe. On peut même aller, comme le disait tout à l'heure, jusqu'à l'Internet des objets, hein, où on peut utiliser tout. Donc, ça va complexifier beaucoup la tâche du gestionnaire de réseau de distribution, qui sera un partenaire dans ces selles, qui va faire qu'effectivement, ça va augmenter les coûts. Hein, je crois que c'est clair. Par contre, maintenant, la loi, elle dit bien ce qu'elle dit. La loi, c'est pour un approvisionnement sûr, un approvisionnement électrique sûr, basé sur des énergies renouvelables. Donc, le fait, la selle, ce que ça va avantager, c'est que quand vous produisez de l'électricité localement, il n'y a pas plus sûr comme approvisionnement, comme sécurité d'approvisionnement électrique que localement. Donc, il ne faut pas y voir forcément une baisse drastique des prix ou autre, peut-être même que non, mais il faut y voir une sécurité d'approvisionnement qui est véritablement essentiel compte tenu de la vulnérabilité qu'on a au niveau de notre économie et de notre pays par rapport à l'importation, notamment d'électricité et d'énergie ensuite. Monsieur Fournier, vous vouliez dire quelque chose? Oui, volontiers. En écoutant, c'est pas clair pour moi pourquoi c'est une bonne idée. Pourtant, le Parlement, il a décidé de mettre en place ces selles, ça serait bien pour quelque chose. Et à mon avis, il l'a fait parce que si on peut commencer à échanger de l'électricité de ma maison à la maison du voisin que j'aime bien à l'autre côté du village, c'est parce que
ça va m'inciter à faire une installation solaire plus grande que si je suis tout seul. Donc il y a quand même l'idée derrière de stimuler des surfaces de panneaux solaires sur les toits plus grandes que ce qu'on ferait si on était tout seul à autoconsommer. C'est à mon avis là l'intérêt majeur de la SEL, c'est vraiment de favoriser la décision, parce que l'électricité que je vais surproduire par rapport à mes besoins, je vais quand même la vendre à un bon prix à quelqu'un qui fait partie de la communauté. Et j'assure plus facilement le revenu que si je dois vendre au GRD à un prix qui sera plus bas que ce que je peux faire en vendant à un voisin dans le village. C'est vraiment économique, c'est vraiment incité à poser plus de panneaux sur les toitures. Au demeurant, ça permet, si on couvre bien les toitures, d'être plus esthétique que si on met un petit timbre-poste sur une toiture. Oui. Je vais aller complètement expliquer pourquoi c'est intéressant de passer en communauté plutôt que d'être local. Hein. Nous, on a montré que pour le même prix des services dans un quartier, pour le même prix, on investit 40% de plus de PV. Hein. Au total, ça nous coûte la même chose pour la communauté, mais on investit plus en PV, donc on a plus de capacité de production locale et d'autoconsommation locale. Et puis ça, c'est là que se trouve l'intérêt. Hein. Je peux mettre des panneaux solaires sur un garage qui est super bien orienté, et puis utiliser l'électricité chez le voisin qui, lui, avait des arbres qui le mettaient à l'ombre, mais je peux l'utiliser pour entraîner sa pompe à chaleur. Et c'est là où se trouve l'intérêt, en fait. Donc, pour moi, la dimension quartier, hein, puis après, on parlera ville et puis on parlera de région, mais la dimension quartier révèle en fait un potentiel de mutualisation qui est en fait qui a expliqué l'émergence des GRD notamment. Hein, c'était mutualiser des capacités locales au départ. Hein. Monsieur Flay. Ouais, moi, j'aimerais, à moins que ce soit pas encore le chapitre, mais il y a la notion du prix, pas de la finance, mais du prix. Après, ouais. Parce on que, peut y venir maintenant. ouais, parce que la meilleure manière qu'on a de modifier les comportements, c'est par les signaux de prix. Et puis, les choses, elles vont pas rester comme elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que, y compris, alors une évolution technique, plus que technologique, mais l'évolution technique, et puis il y aura une évolution des tarifs. Pas juste du niveau tarifaire, mais de la manière de tarifer. Et attention à ne pas tirer des conclusions sur l'équilibre économique des SEL sur la base des tarifs d'aujourd'hui, parce que ce ne sera plus les mêmes demain. Ça me permet de répondre quand même, parce que j'ai pas oublié, à l'interpellation tout à l'heure par rapport à l'incitation du prix. Effectivement, je sais qu'il y a des promoteurs du solaire, et pas week-end, je peux le garantir, qui ont dit mettez le maximum de panneaux solaires partout parce que le tarif de reprise il est à 18,2, vous faites ça sur 25 ans et puis vous devenez riche avec votre toit. Jamais, au grand jamais, on l'a dit, parce qu'on sait très bien que le tarif de reprise était complètement corrélé au niveau d'approvisionnement. Ça veut dire que quand les tarifs étaient bas, quand les coûts d'approvisionnement étaient bas, le tarif de reprise était bas. Et les gens râlaient un peu, c'est vrai. Après, pendant 2 ans, ils sont montés à 16, puis à 18. Et juste sur 2 ans, hein, depuis qu'on a des tarifs de rachat, et ça fait longtemps. Et puis maintenant, ils redescendent à 11,2. Mais qu'est-ce que dit la Confédération? En même temps, dans la même loi, elle dit, on va tarifer, et là, elle a remis à 2026 l'entrée en vigueur de cette disposition. Mais les gens sont libres déjà de le faire. BK va le faire, Romand Énergie va le faire déjà l'année prochaine. Elle dit, on va faire ça par trimestre et pas un prix sur toute l'année. Et puis, par trimestre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'été, alors qu'il y a de l'abondance de production et qu'il y a une très faible, une consommation réduite, notamment les week-ends, eh bien, on va se retrouver avec un tarif de reprise qui serait négatif. Et la loi, elle dit, bon, on va prévenir ça, on met à 0 pour les grands toits et on met à 4,6 ou 3,6, ça c'est pas encore complètement arrêté pour l'année où ça rentrera en vigueur. Mais, 4,6 de minimum. Ah! Ça change la donne, hein, quand on passe de 18,2 à 4,6. Donc, je veux dire, le modèle qu'on va mettre en place et l'intérêt à la SEL va devoir aussi reposer sur un équilibre économique, sur la durée de l'installation qu'on met en place, et pas juste sur les données tarifaires au jour J. Donc, vous l'avez bien entendu. Hein, donc, la loi prévoit justement, maintenant, quand on rachète votre électricité solaire photovoltaïque à 16-17, eh ben, la loi permettra
à Eucken de vous la racheter quand ça l'arrange à 4,6 centimes, pas plus. Ouais, Donc, attendez, attends. ça va vraiment booster les CL et l'autoconsommation ou la vente plutôt aux voisins plutôt qu'au GRD. Je peux juste intervenir. Oui. Parce que historiquement, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de prix le plus bas jusqu'au moment où on a voté cette loi. Ça veut dire qu'il y a même des GRD qui reprenaient à un moment donné en dessous de 4. Et en fait, la raison pour laquelle il y a ce tarif qui est venu dans la loi, c'est pour imposer un minimum de rachat et pas laisser descendre jusqu'à 0. D'accord ? C'est pas pour descendre le prix de rachat, c'est pour empêcher qu'il descende trop. Puis, est-ce que vous avez des contrats sur le long terme que vous devrez honorer à 16 centimes, par exemple? Ça peut arriver dans les contrats de production propre, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus, une bonne nouvelle non plus, parce que c'est ce que l'ELCOM nous incite à faire pour garantir notre approvisionnement de base. Et puis l'approvisionnement de base, c'est ce qui sert à faire la tarification des ménages notamment. Donc ça, c'est une chose. Mais moi, je pensais à autre chose. Il y a encore un autre signal de prix. Ça va être les tarifs dynamiques, ou avant d'arriver aux tarifs dynamiques, des tarifs où on va revenir au bon vieux tarif euro-saisonnier. C'est-à-dire certainement heure pleine, heure creuse, été, hiver. Et ça aussi, ça change la donne. Donc l'écart, parce qu'il faut que l'écart soit intéressant entre le tarif de reprise et le tarif de consommation. Mais le réseau, il peut pas faire tellement autrement que d'inciter par le signal de prix. Je prends un exemple tout simple. Quand le professeur Maréchal parque sa voiture le soir, j'espère pour lui qu'il l'a branché pendant la journée, quand il y a le soleil qui brille, au boulot. Il rentre. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa voiture? Il la branche. L'idée, c'est non plus qu'elle la charge, mais c'est qu'il puisse l'injecter dans la maison. Et puis là, je vous dis un truc très simple. Imaginez, aujourd'hui, dans la voiture électrique, il y a une batterie qui pousse 2 tonnes au sommet de la montagne. Vous ne croyez pas que ces batteries, au moment où elles arrivent dans les voitures d'occasion, on parle des problèmes d'occasion, de voitures d'occasion, on prend cette batterie, on la met à la cave. Si elle arrive à pousser 2 tonnes au sommet de la montagne, elle arrivera à faire tourner un lave-vaisselle et puis à éclairer les lampes. On va parler du stockage. Mais sur le fonctionnement. Oui. Parce que le raisonnement donc moi j'ai parlé du signal de prix, hein, et en fait c'est un signal, donc c'est à la seconde en fait qu'on pourrait l'utiliser. Il va être utilisé pour décider ou non de faire un investissement. Mon problème principal, c'est que quand je dois faire un investissement, je dois avoir l'argent à disposition, donc je vais devoir aller dans une banque. Et puis je vais devoir lui dire, à combien tu me prêtes de l'argent pour acheter des équipements qui vont me permettre de faire l'autoconsommation et vendre de l'électricité et en acheter moins. Hein. Et puis là, le problème, c'est que je vais devoir montrer un calcul économique pour que la banque me prête l'argent pour me chauffer, pour m'éclairer, pour me déplacer. Et ça, c'est un élément qui va être très important, hein, d'avoir, premièrement, sur quelle base je fais le calcul, et puis deuxièmement, un signal, c'est à la seconde, et puis maintenant, on a des techniques, notamment les blockchains, qui permettent de faire des contrats aux 15 minutes. Hein. Donc, ça veut dire que je peux avoir des offres de prix et de consommation. Là, on est au niveau déjà de la maison. J'aimerais remonter d'un cran à la CEL. Et au quartier. Et au quartier, mais revenons à la CEL, puisque c'est le thème de la table ronde. Comment va fonctionner financièrement une CEL? Monsieur Gentison, vous avez des solutions pour aider les communes, les collectivités publiques à faire la transition énergétique. Financièrement, vous apportez des solutions. Est-ce que vous allez pouvoir aussi aider une CEL à investir? Et puis, si oui, comment voyez-vous le fonctionnement interne de tarification à l'interne de la CEL? Alors, déjà, notre modèle, on s'est aperçu, c'est pour ça qu'on travaille avec l'OFEN, que la loi limitait géographiquement la CEL à la totalité de la commune, sur le territoire de la commune. Donc, nous, les sociétés qu'on crée pour produire l'énergie dont la commune et les citoyens ont besoin sur le territoire local, ces sociétés-là, elles peuvent devenir des CEL. C'est la première des choses. Donc, ces sociétés-là sont financées, et les CEL sont financées pour toute la collectivité par justement le système des cautions publiques et puis des fonds de caisse de pension qui investissent dans ces sociétés-là.
Parce que ce que disait monsieur le professeur Maréchal, bon, je vais auprès de ma banque avec avec un plan financier ou autre. Il ne faut pas oublier qu'en général, c'est les propriétaires, puis sur les 60%, donc on a 60% de locataires en Suisse, 40% de propriétaires. Sur ces 40% de propriétaires, il y a 45% de personnes qui ont plus de 65 ans. Donc, comme maintenant les banques ne prêtent plus sur le gage, mais sur le débiteur, vous pouvez faire tout le plan financier que vous avez, et tout, surtout que ce ne sera jamais des plans financiers garantis sur du long terme, donc les banques ne vous prêteront pas. C'est vite vu. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ce financement global qui est fait par la société communale via des cautions publiques qui permet de financer cette totalité. Et puis, la SEL fonctionne au niveau du prix de manière à mutualiser toutes les sources de production, parce qu'on parle beaucoup de photovoltaïque, mais c'est une des sources de production. Il peut y avoir de l'hydraulique, de la mini-hydraulique, il pourra y avoir de l'éolienne, il peut y avoir toutes sortes d'autres types de production qui est mutualisée et qui est distribuée à tous les habitants de la commune, c'est-à-dire toutes qui feront partie forcément de la SEL, s'ils le veulent, au même tarif, à prix coûtant et au même tarif. Et puis, en plus de ça, je pense que c'est quand même une très, très bonne idée parce que ça va permettre par la suite, grâce aux compteurs intelligents, de pouvoir imaginer de faire des tarifs qui sont différenciés. Je prends 2 ou 3 exemples. Aujourd'hui, je crois qu'on en a parlé ce matin. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait normal que quand on produise, enfin, que l'électricité soit vendue au même tarif à tout le monde. Donc, si on prend l'électricité ou le chauffage, il y a peut-être un minimum vital qui doit pouvoir être assuré à tout le monde. Et puis ça, disons, même l'eau, ce serait exactement la même chose comme l'eau. On l'a dit ce matin, c'est pas tout à fait normal qu'un couple de retraités, ils doivent payer le même prix de l'eau pour chauffer ses pommes de terre ou ses pâtes que celui qui remplit sa piscine. Donc, on peut avoir des tarifs différenciés. Et puis ça, on peut l'avoir aussi avec les SEL, aussi avec ces sociétés communales, privées. Est-ce que ce modèle existe déjà ailleurs si on va mettre en place les SEL, est-ce que ça existe déjà ailleurs en Suisse ou en Europe? Alors en Europe, oui. Il y a en Autriche, il y a dans plusieurs pays européens où ça existe déjà. Monsieur Fournier. Oui, merci. Il y a une chose qui m'interroge. Si vous vous souvenez, à l'époque, les communes avaient leur propre service électrique. Après, elles se sont mises ensemble pour fonder des sociétés de distribution, de production. Puis là, ce que j'entends, c'est que les communes vont refaire des services électriques. Est-ce que ça fait vraiment du sens? Je me permets de le dire parce que je ne suis pas directeur d'une société de distribution. Mais je pense tout à fait. Je pense qu'effectivement, il n'y a rien qui ne doit pas changer. Effectivement, à un certain moment donné, il y avait même les communes, en tout cas dans certains cantons, je ne sais pas ce que le cas en Valais, mais dans certains cantons qui possédaient leur réseau de distribution locale, c'était leur propriété, ils l'ont cédé à des plus grands groupes pour le faire. Eh bien, c'est tout à fait possible. Là, on ne parle pas de le reprendre et tout, on parle de recréer des sociétés qui vont utiliser ce réseau local pour pouvoir se distribuer l'électricité, mais tout à fait en partenariat avec ces sociétés, ces gestionnaires de réseaux de distribution, par exemple, ils seront d'autant plus nécessaires parce que ce sera eux finalement qui vont gérer le tout. D'ailleurs, au niveau de l'ordonnance, comme l'a dit M. Fellet, elle est encore pas, je crois que finalement elle va démarrer plutôt en 2026 qu'en 2025, hein, d'après les dernières nouvelles qu'on a. Mais par exemple, au niveau de la facturation, ce sera probablement le GRD qui aura à facturer finalement et puis à rétribuer la SEL du prix de l'électricité. Donc il y a des choses qui doivent encore être discutées. Mais là, je pense que entre la SEL, enfin, la commune et autres, LGRD, il y aura un partenariat qui sera total parce que je crois qu'une SEL ne va jamais vouloir s'occuper probablement de facturation ou bien en tout cas pas de la gestion du réseau de distribution. Ça, elle ne saura jamais le faire et ça sera très important. Il est autorisé que les GRD intègrent les SEL. Donc, M. Fellet, est-ce que vous avez la stratégie de dire, ah oui, Vétro, ils vont créer une SEL, on va venir partenaire à part entière, en plus que simplement gérer le réseau? Oui. Non, mais évidemment.
Parce que sinon, on fera quoi à la fin? On va subir complètement le développement, et puis on va juste venir, je vais pas dire penser les plaies, mais on va juste venir bidouiller les trucs dès qu'on connaît l'information. C'est pas comme ça qu'on déploie un réseau électrique. En fait, il y a certainement quand même une bonne raison au fait qu'il y a une interconnexion, et puis qu'on n'agit pas que par des poches, on les interconnecte, ces poches. Et puis qu'on profite que quand une poche, justement, ou une source de production est d'être un peu excédentaire, ben justement, tant mieux, il y a une consommation dans une partie du réseau, puis et puis qui peut absorber cette production. Enfin voilà, le système, ça fait 150 ans qu'il a été déployé, il a certes des défauts, il peut certes s'améliorer, en tout cas d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, c'est quand même pas mal, hein, parce que si on regarde en Suisse, le nombre de coupures qu'on a, d'interruptions de fourniture, on est pas mal. Il faut quand même juste le rappeler. Donc, évidemment, on va pas faire que subir, hein, ça c'est sûr. Parce que pourquoi? Je rappelle juste quand même que l'actionnaire de Eken, c'est 24 communes, dont la commune de Vétro. Et donc, les communes possèdent cet actif-là, ils possèdent le réseau, ça leur appartient. Ça m'appartient pas à moi. Donc, en fait, on a cette volonté de suivre l'intérêt public. Donc, évidemment, là, on a une évolution légale, du cadre réglementaire. On va déjà bien comprendre, bien prendre disons, ce que ça signifie au niveau technique, au niveau économique, le modèle d'affaires, et puis on va développer quelque chose qui est bon pour nos clients, surtout que les clients, en tout cas pour leur raccordement au réseau, ils n'ont pas le choix. Donc c'est notre mission de service public. D'accord. Dans ce jeu de cartes, vas-y. Je rejoins quand même, je me permets juste de rebondir là-dessus. Il y a quand même cette notion de service public. Économiquement, on doit réfléchir si effectivement ces infrastructures et tout doivent nécessairement ramener des rendements sur capitaux qui sont nécessaires aux actionnaires, que ce soit les communes, l'État ou autres, ou alors on est un service public à prix coûtant, puis que le but de tout, je vous le rappelle, la loi, c'est d'assurer un approvisionnement électrique sûr, et puis que finalement, ces sociétés-là, que ce soit Eken, que ce soit les SEL, que ce soit autres, que ce soit finalement des sociétés qui doivent finalement s'autofinancer, mais sans forcément encore dégager des fonds supplémentaires pour pouvoir rémunérer des capitaux. Donc ça, je crois qu'il y a aussi un changement de paradigme. Je voulais réagir à ce que vous avez dit tous les deux, parce que en fait, c'est pas la commune qui va s'occuper de ça, c'est une société qui va s'occuper de l'investissement qui serait réalisé et de son opération, parce qu'elle va devoir rémunérer, donc rembourser son investissement par les échanges qu'elle va créer entre les différents acteurs qui sont membres de la communauté et l'extérieur. Donc là, à ce moment-là, on va vers le GRD. Et le périmètre, le périmètre qui est défini, c'est le périmètre max qui est la commune, mais en fait, le périmètre, c'est un ensemble d'acteurs qui décident de se mettre ensemble pour valoriser un investissement qui permettent de satisfaire les services dont ils ont besoin de manière plus efficace que s'ils doivent l'acheter sur le réseau principal. Et c'est des nouveaux modèles d'affaires qui doivent être mis en place, qui sont à la fois du côté rembourser des investissements et d'autre part vendre des services. Et qui vont aller chercher comme capital, en fait, ce que les gens locataires aujourd'hui, les utilisateurs, payent à l'extérieur. Le locataire, il est responsable de payer sa facture énergétique, et il n'a pas le choix. Par contre, le jour où il devient membre d'une SEL, il peut contribuer au financement, au remboursement de tous les assets, et réduire la quantité de pétrole qu'il va acheter pour se chauffer. Il devient acteur, oui. J'aimerais passer quand même au thème suivant, parce que c'est passionnant, mais il faut qu'on avance un peu. Dans ce jeu de cartes des SEL, il y a un atout, je pense, c'est le stockage, et puis c'est peut-être même le bourg d'atout.
c'est vraiment l'enjeu, je pense, du bon fonctionnement d'une selle, c'est sa capacité de stockage et de pouvoir justement utiliser à la bonne heure. Monsieur Maréchal, comment voyez-vous ces possibilités de stockage? Je sais que vous êtes aussi un scientifique, donc comment une selle pourrait optimiser ce stockage à l'avenir? Alors, bon, quand on parle de stockage, il faut d'abord regarder l'horizon du stock. Hein. Donc, on a d'un côté le stockage saisonnier. Hein, ça, c'est le fait que on aura beaucoup trop de soleil en été par rapport à nos besoins et pas assez en hiver par rapport à nos besoins. Et il va falloir transférer de l'énergie de l'été vers l'hiver. Donc ça, c'est le stockage saisonnier. Et puis après, il y a le stockage journalier, hein, simplement le fait que le soleil brille qu'à midi, enfin que la journée est oui, toute la journée, mais pas la nuit. Et ça s'attaque à des technologies différentes. Hein. Alors après, il y a les technologies de stockage. On va voir la première technologie de stockage, c'est l'utilisation intelligente. Donc c'est l'opération intelligente. Je m'arrange pour remplir mon stock d'eau chaude quand le soleil brille. Hein. Mais ça, c'est une batterie déjà hein, pour un week-end parce que maintenant la pompe à chaleur, elle va plus que s'allumer lorsque le soleil brille, enfin quand elle peut. Et puis eux, ils vont pas devoir apporter l'électricité à la pompe à chaleur. Hein. Donc ça, c'est la partie gestion intelligente, ça va être la première dimension. Et nous, on a montré que c'est une batterie gratuite parce quand j'achète une pompe à chaleur, c'est pour chauffer quand il fait très froid. Et puis je peux l'utiliser à bon escient quand j'ai besoin de moins de puissance. J'ai une capacité pour remplir des stocks et donc éviter de consommer quand Aiken ne sera pas très content que je consomme. Et il va me payer pour ça probablement. Hein. Donc ça c'est la première dimension. La deuxième dimension c'est les batteries. Hein. Puis on a une batterie gratuite qui sera les voitures. Puisqu'on l'a acheté pour autre chose, mais on pourra l'utiliser. Et effectivement, il ira dans les deux sens à l'avenir. Hein, donc ça, parce qu'on aura un système intelligent. Et puis après, il y aura les stockages plus long terme qui vont se battre avec les barrages. Hein, donc les barrages offrent un stockage long terme, mais maintenant nos déchets peuvent être convertis, la biomasse de nos déchets peuvent être convertis en électricité et en énergie stockée. Donc je peux stocker du gaz, faire du gaz, le stocker, puis lui demander d'attendre qu'il fasse qu'on a besoin d'électricité bon marché, puis bien rémunéré. Et puis d'un autre côté, je vais me rendre compte qu'il y a plein de moments où j'ai de l'électricité qui vaut rien du tout. Hein. Cette année déjà, 20% du début de l'année était sur le marché européen à prix négatif. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a les électriciens disent mais achetez-moi de l'électricité s'il vous plaît. Et puis tout cela, ça va être des gens qui vont pouvoir faire ce qu'on appelle le power to gas. Donc ils vont prendre de l'électricité très bon marché et ils vont la mettre dans un stock chimique et puis ils vont la rendre à un autre moment avec une technologie. Et restons au niveau de la selle. Hein, oui. Est-ce que les autres intervenants ont une idée particulière? Alors si je peux juste comment est-ce qu'on va intégrer ça dans la selle? Il y aura dans la communauté un bâtiment qui est probablement chauffé à haute température, qui va intégrer une électrolyse et une pile à combustible ou une unité de cogénération, et qui va produire l'électricité tout en valorisant la chaleur, donc en étant très efficace. Et d'un autre côté, en été, il y aura l'électrolyseur qui sera là, on va prendre le soleil, on va stocker du gaz, et l'inefficacité de ça sera utilisée pour faire l'eau chaude dont on a besoin en été. Donc les solutions existent. Alors les solutions technologiques existent, il faudra faire un design intelligent pour bien les utiliser, mais c'est des technologies qui existent déjà. Et puis maintenant, elles sont en développement, et puis moi je vois des bien plus efficaces quand on analyse les technologies. Alors effectivement, les technologies existent, puis pour être très pragmatique, par exemple, pour ce qui nous concerne, dans par exemple, une commune de montagne, on parle de petites communes, hein, on parle de 200, 300 habitants, on ne parle pas d'une chose globale. Eh bien, par exemple, pour le déphasage jour et nuit, si on a trop d'électricité, on peut très bien utiliser des bassins qui seraient utilisés pour l'enneigement artificiel, pour faire du pompage-turbinage.
c'est-à-dire que l'électricité supplémentaire, on la remonte dans un bassin, et puis on la récupère pour la nuit. Et puis pour le déphasage entre saisonniers, effectivement, à part les photovoltaïques, puisqu'on parle beaucoup de photovoltaïque, on pousse aussi la création de biogaz qu'on peut stocker pendant l'hiver, qu'on peut stocker l'été, produire l'été et stocker pendant l'hiver. Et puis à partir de ce moment-là, avec l'hiver, on va créer de l'électricité et puis de la chaleur pour chauffer, et puis de l'électricité, parce que c'est là qu'on en a besoin avec un coupe chaleur-force. Un coupe chaleur-force, c'est un moteur qui va tourner au gaz, et puis bien sûr qu'on peut arriver beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement à utiliser cette électricité supplémentaire, même si ça a un coût, bien sûr, mais lorsqu'on parle tout ça à prix coûtant et autres, ça n'a plus beaucoup d'importance pour faire ce qu'on appelle, ce que le professeur a appelé power to gas ou power to X, c'est-à-dire qu'on transforme cette électricité avec de l'eau, on en fait de l'hydrogène, et puis cet hydrogène, on arrive avec des méthaniseurs de faire du gaz de synthèse, c'est-à-dire de transformer de l'hydrogène et de la capture de CO2 pour faire du gaz de synthèse, le méthane, par exemple CH4, qui est la molécule la plus simple en termes d'hydrocarbures. Donc, toutes ces solutions existent à petite échelle et de manière concrète et faite. Donc, le but est autre. Et je vous rappelle aussi que l'électricité, production d'électricité, c'est pas seulement bien sûr le photovoltaïque. Il y a quelque chose qui est important, c'est l'éolien, par exemple, parce que vous savez que l'éolien produit beaucoup depuis le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, donc en hiver quand on a besoin. Et puis l'éolien, si on le met au niveau d'une commune avec notre système, si c'est une initiative communale sur le territoire communal pour faire de l'électricité pour les gens de la commune, à ce moment-là, vous êtes protégé par l'article 73 de la Constitution sur la durabilité. Ça veut dire que vous obtenez l'intérêt public prépondérant. Donc, si la commune veut le faire, il pourrait toujours y avoir des oppositions des sociétés X ou Y externes, mais à partir de ce moment-là, quand vous avez l'intérêt public prépondérant, il n'y a aucun tribunal qui va vous accorder l'effet suspensif. Donc, vous êtes capable de créer des éoliennes qui vont faire exactement toute l'électricité dont vous avez besoin, mais effectivement l'hiver. Autrement, je crois que ce qu'il y a une chose, c'est que c'est vrai que c'est là qu'il y a beaucoup d'évolutions qui vont se faire, parce que moi je ne crois pas trop aux batteries, pour être très franc. Je crois. Par contre, je vais dans le sens de ce que disait M. Fellet tout à l'heure, avec les batteries de voitures, c'était d'ailleurs le concept Tesla, c'est-à-dire une fois qu'elles sont fichues, on les utilise pour pouvoir stocker notre électricité dans une maison. Mais ce que je veux dire par là, aujourd'hui on est en T0, d'ici 10-15 ans, on aura des grosses évolutions. Juste pour vous donner aussi un exemple, on est en train de calculer pour une commune, c'est de dire, par exemple, qu'on va utiliser, on a fait ce qu'on appelle en allemand Rohrenspeicher, on s'imagine, c'est donc des grands tubes, comme on fait pour stocker le gaz, qui permettrait, quand on a de l'électricité en trop, de pouvoir faire avec de l'air, de compresser de l'air qu'on stocke dans ces tubes qui sont sous terre, et puis que quand on en a besoin, on va pouvoir comment absorber ou recréer cette électricité. Mais ça, c'est justement relativement facile à faire au niveau d'une commune, avec une petite commune, parce qu'on peut faire du fine-tuning, du réglage fin, okay, si vous voulez, qui n'est pas possible. Je me permets d'interpeller M. Fournier, justement. Donc, vous dites que vous avez peu de cartes en main dans ce jeu quand même électrique, de monitoring. Mais concernant le stockage, qui va devenir si important, vous pourriez l'aider ou le subventionner. Actuellement, je crois que vous ne subventionnez pas le stockage, en tout cas pas le stockage privé. Est-ce que c'est prévu de changer votre directive et de subventionner le stockage? À ce jour, pas, non. Mais je n'ai pas l'intention. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant. On n'est pas encore au stade où il y en a absolument besoin de stockage en grande quantité. Je pense que au contraire, moi je pense que les batteries, ça va se démocratiser, soit dans les voitures, essentiellement dans les voitures, et qui seront utilisées pour les bâtiments en les branchant aux bâtiments. Par contre, je ne crois pas beaucoup à la démocratisation des installations de production d'hydrogène ou de méthane dans les communes. Je crois plutôt que ça va se passer dans les grands sites industriels,
qui vont aussi pouvoir gérer la complexité de ce genre de choses et puis qui pourront construire des équipements de taille telle que économiquement ça vaudra la peine. Par contre, de disséminer ça dans les communes, je ne le vois pas avec les informations dont je dispose aujourd'hui. Oui, mais là, je vais réagir parce que, oui, donc, tout ce qui est procédé électrochimique utilise une surface et pas un volume. Et le facteur d'échelle qui est justifié pour les grandes turbines à gaz, etc., c'est parce qu'elles traitent un volume et pas une surface. Et si je dois mettre une grande quantité une grande puissance d'électrolyse, en fait, je vais mettre plein de petits électrolyseurs un à côté de l'autre. Et donc, nous, on travaille avec des producteurs de piles à combustible et d'électrolyseurs. On est plutôt en train de dire qu'on va développer des modules parce qu'on va pouvoir les produire dans des gigafactories d'une même manière qu'on le fait pour les batteries. Les batteries, c'est aussi des surfaces. On va créer des modules et puis les modules, ils pourront s'intégrer justement dans les communautés locales, parce que quand on parle de fine-tuning, en fait, on utilise les opportunités locales pour donner de la valeur à ce qui n'a pas de valeur normalement. Donc c'est vrai que moi, si je mets un électrolyseur, admettons que j'ai un quartier avec une piscine, eh bien je vais mettre l'électrolyseur à côté de la piscine parce que je vais pouvoir chauffer la piscine et je ne devais avec de l'énergie que j'aurais dû jeter à l'environnement autrement. Et les communautés d'énergie locale vont justement avoir cette responsabilité d'identifier les opportunités, les spécificités de l'endroit où on est. On ne mettra pas des éoliennes partout non plus, pas systématiquement. Il y a des endroits où c'est mieux que d'autres. Mais seulement ces entreprises-là auront la responsabilité d'identifier toutes les synergies possibles. Et le fait de mettre en valeur les synergies va faire que, en fait, on n'aura pas besoin de subsides. Je vais réagir sur les subsides. Si on doit subsidier le stockage, on ne devrait pas parce il doit faire partie du prix de l'électricité. Par contre, on peut subsidier une technologie qui n'est pas encore mature. Donc, une technologie qui a une barrière de pénétration. Donc, personne ne sait comment fonctionne une pile à combustible. Je veux voir comment elle marche. Évidemment, je vais pas l'acheter mon marché sur le marché. Et donc, je vais effectivement, l'État pourra avoir la responsabilité d'enlever la barrière en subsidiant les 5 premières installations. Et puis, une fois que la technologie a pénétré, enfin, devient une technologie mature, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de subsides. Le canton a subventionné les voitures électriques il y a quelques années en arrière, oui, alors qu'on connaissait déjà la technologie. Oui, mais parce que le prix sur le marché était tel que c'était pas compétitif par rapport à la solution standard. Donc là effectivement, si on veut faire pénétrer des nouvelles technologies, on travaille beaucoup avec les ingénieurs. Eux, ils viennent avec les technologies qu'ils connaissent et avec la norme SIA. Et la norme SIA n'inclut pas les nouvelles technologies. J'ai encore une dernière question avant de passer la parole au public, parce que le temps passe, c'est passionnant. Moi, je suis un étatiste, donc je mets l'importance à l'État pour fixer les règles du jeu. Et puis, M. Fournier, est-ce que le canton ou l'État ne devrait pas intervenir plus pour obliger les producteurs à vendre leur production directement aux consommateurs locaux et non pas comme ça se passe maintenant, qu'ils exportent, ils vendent tout leur production sur le marché, des fois à bon prix, pour après le réacheter pour honorer les contrats de fournisseurs. Donc le canton ne devrait pas jouer un peu la police. François, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais il y a quelques décennies, on avait une situation de monopole et la politique a voulu casser ce monopole. Donc le monopole, c'était les producteurs garantissaient leur prix de revient en vendant sur le réseau à leurs consommateurs pour couvrir leurs coûts. Et puis il y a des politiciens, une majorité qui a décidé que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il doit y avoir un marché, il doit y avoir le marché de l'électricité. Et du coup, on est dans cette situation aujourd'hui. Donc je pense pas qu'il y ait une majorité pour revenir en arrière et puis de dire qu'on doit avoir de nouveau un monopole sur la production et on garantit qu'on couvre juste les prix de revient quand on arrive. La parole à la défense.
Non, mais enfin, je pense, comme ça me permet de rebondir au fait qu'il y a quand même un fantasme, en tout cas, qui se vérifie pas. Alors, qui se vérifie pas chez Oiken, vous pouvez regarder les comptes de résultats. Hein. On fait pas des bénéfices extraordinaires. Et puis, de toute manière, les bénéfices profitent aux collectivités. Donc, en fait, il n'y a pas. Là aussi, on fait un amalgame dans tout, mais c'est normal parce que c'est très compliqué l'organisation du secteur de l'électricité, notamment depuis à peu près 20 ans, depuis que les autorités ont voulu le libéraliser, notamment se mettre au niveau politique, au même niveau que technique, c'est-à-dire en interdépendance avec l'Europe. C'est ça l'aspect. Et en fait, aujourd'hui, on a un gros problème technique de gestion et de pilotage de notre réseau, notamment le réseau de Swissgrid, parce que on n'est pas en relation, on fait pas partie de la communauté européenne. C'est un vrai souci technique, c'est-à-dire que c'est un souci qui peut menacer l'effondrement du réseau, notamment en février-mars, là où il y a le plus grand stress physique sur le réseau. Je reviens à cette notion de producteur et de consommateur. Pendant 10 ans, 12 ans, les citoyens ont en tout cas pleinement profité des prix de marché. Hein. C'est-à-dire que si c'était les outils de production, le prix de revient des outils de production qui étaient appliqués aux tarifs des clients finaux, ils auraient payé plus cher. Donc, en fait, généralement, malgré tout, peu importe son opinion politique, généralement, on vote essentiellement avec son porte-monnaie. Et je pense que là, ça aurait été un autogol, en tout cas pour l'économie du ménage et l'économie en général. Les mains se lèvent. Oui, peut-être juste pour préciser que quand les prix de l'électricité étaient bas sur le marché, les producteurs, ils ont crié à la Confédération et les chambres fédérales ont mis en place un système de primes de marché pour que ces entreprises ne tombent pas en faillite. On a tous payé de manière à pouvoir compenser le fait que le prix du marché était inférieur au prix de revient. Et puis 3 ans après, le prix explose. C'est ça le marché. Mais il a fallu sauver ces entreprises en mettant de l'argent pour éviter qu'elles fassent faillite. Monsieur Maréchal. Oui. C'est intéressant du mécanisme du marché, hein, parce que c'est indépendant de la solution technologique, c'est indépendant du remboursement des investissements. Hein. Le marché aujourd'hui, il va devoir se réformer, hein, ça c'est sûr, parce que il n'a pas été prévu pour les énergies renouvelables. Le marché d'aujourd'hui, c'est le prix est défini par l'utilisation de la technologie fossile qui suit la charge. Hein. Donc c'est basé sur le stock de pétrole. Et on a décidé qu'il n'y aurait plus de stock on voulait plus utiliser le stock de pétrole. Donc ça veut dire que le marché il va devoir se redéfinir, hein, et on le sent déjà parce que maintenant il y a beaucoup de jours où le marché dit prix négatif. Hein. Prix négatif, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à éteindre les installations qu'ils ont dû mettre en route parce que il y avait quelqu'un qui lui avait dit « Ah, mais moi, je vais t'acheter de l'électricité à tel moment. Hein. » Et puis, il y en a trop. Parce qu'on n'a pas, le marché n'a pas fait la prédiction de combien il y allait avoir d'installations renouvelables sur le marché en réalité. Donc, ça va être redéfini. Les CL vont changer très fort, hein, parce que eux ils vont faire de l'autoconsommation, donc ils vont plus travailler sur le marché. Eux, hein. Ils vont maximiser l'utilisation des investissements qu'ils ont fait pour autoconsommer. Hein, donc cette partie-là est sortie du marché, hein. Et donc là ça va obliger le système à se redéfinir. Oui. Je permettrai juste Après on passe la parole au public. Une remarque en tant qu'économiste alors, parce que bon, il y a quelque chose qui me fait véritablement sourire, c'est quand on parle de libéralisation du marché de l'électricité. Pour qu'un produit puisse être libéralisé, il faut qu'il puisse être soumis à la loi, comme on appelle, de l'offre et de la demande. Donc, quand vous avez l'énergie, où vous avez effectivement ce qu'on appelle une offre inélastique, ça veut dire que quand vous avez besoin d'électricité ou de vous chauffer l'hiver, qu'on vous double le prix ou pas, ça va rien changer. Vous pouvez pas décider de dire ben, j'en achèterai moins ou j'en achèterai à un autre prix ou j'attendrai avant d'en acheter. Vous pouvez pas, vous n'avez pas le choix. Donc c'est un marché inélastique, ça fonctionne pas. Et puis du côté de l'offre, vous avez une offre qui est entre les mains d'oligopoles. Donc parler de libéralisation du marché de l'électricité, je regrette beaucoup quand j'entends des politiciens qui disent ça, ça me paraît être n'importe quoi. Donc là on peut pas faire qu'on soit avec l'Europe
Europe ou pas. Maintenant, concernant la vente de la production puis le rachat, on revient au problème de stockage. C'est qu'effectivement, quand les producteurs, alors là d'électricité, ont des productions, ils ont bien meilleur temps d'être sur le marché international pour le vendre, et puis ensuite de ça, qu'en fonction des besoins, de le racheter. Et puis là, il y a peut-être juste un tout petit problème, c'est que quand les prix sont hauts, bien quand on vend forcément sur le marché international, ils ont beaucoup de choses, ils font bien des bénéfices. Et puis quand ils rachètent aussi à prix élevé, vous savez que c'est la loi, vous avez l'ELCOM qui vous permet de reporter les prix sur les consommateurs. C'est ce qui explique que, en règle générale, les électriciens ont fait, en 2022 notamment, si on prend par exemple les grands électriciens style des BKV, vous avez eu le prix d'électricité qui a augmenté comme un fou pour les consommateurs, et puis d'un autre côté, ils ont fait des bénéfices forcément mirobolants. Oui. Et puis, mais ça, c'est le système, parce que justement, c'est pas possible justement, c'est un problème de stockage. Il aurait fallu pouvoir avoir des systèmes de stockage autres que le pompage, turbinage, qui en fait qu'une toute petite partie. Il faudrait qu'on ait véritablement des systèmes de stockage beaucoup plus importants. Ok, on va passer à la round des questions du public, que je sais déjà que mon ami Raphaël Rohr en a une ou deux. Alors, on peut lui passer le micro peut-être, Aline. Voilà. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Pour commencer, j'aimerais juste, pour que tout le monde ait bien compris de quoi on parle, j'ai tenté déjà de résumer en fait ces CEL. Qu'est-ce que ça amène réellement? Juste pour commencer. Donc, oups, il faut que j'ai mon aide-mémoire parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les CEL, ça va faire en gros une facture de la partie CEL à la fin de l'année, puis une facture d'OIKEN aussi à la fin de l'année. Hein, donc, le fait d'avoir des CEL, on n'a pas tout d'un coup plus que le coût du CEL. Et puis, la partie, je dirais, OIKEN, elle va rester quand même, en tout cas pour le moment, relativement importante. Voilà. J'ai été voir une société, justement, qui s'est lancée là-dedans. Donc, je peux vous dire que pour le moment, la partie du réseau reste quand même relativement importante. Donc, par la suite, on va tendre peut-être vers 50% fourni par la CEL et puis un 50% fourni par le réseau. Juste pour fixer les choses. Ensuite, on voit évidemment que ces CEL, eh bien, il peut y avoir un gain financier pour le producteur et l'acheteur. Ça, c'est clair. Il y a plein de petits mécanismes. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je préfère rester dans la partie, je dirais, un peu plus pratique. Donc, venant de ces gains et du fait que les personnes, si elles sont de plus en plus responsables du fait que si elles consomment bien, elles payent moins. Donc ça, c'est un bon mécanisme. C'est super, c'est génial, il le faut, ça, c'est bien. Et puis après, on parlait, bon ça c'est peut-être un petit aparté, on parlait de 60% des toits suisses suffiraient à la production. Donc ça, je suis aussi tout à fait bien d'accord. Parce qu'actuellement, on a tendance plutôt à surproduire en été quand personne n'en a besoin, puis pas assez produire quand on en a besoin. Que tu n'es pas d'accord. Donc, ouais, mais je vais y aller. Ça, c'était juste pour donner des ordres de grandeur pour que les gens comprennent ce que c'est les CEL et ce que ça implique réellement, parce qu'on peut quand même se perdre un petit peu dans tous ces chiffres et dans toute cette législation. Voilà. Donc ça, c'était juste le côté pratique. Je continue. Donc, je disais donc que pour que ces 60% soient efficients, on est bien d'accord qu'on doit stocker un petit peu sous une forme ou sous une autre, soit de manière journalière pour passer la nuit. J'irai un tout petit peu plus loin d'expérience, passer la météo aussi, les semaines de mauvais temps, il faut aussi un petit peu de stockage. Puis après, il y a le stockage saisonnier. Donc, les deux premiers, on peut les faire avec des simples batteries, ça c'est clair. OK. Donc ensuite, les CEL en hiver, alors même quand les CEL seront démocratisés, qu'il y en aura partout, que ce sera super génial, eh bien en hiver, on aura toujours besoin d'OIKEN pour nous fournir de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en hiver, on nous dit qu'il faut utiliser des pompes à chaleur qui vont fonctionner en hiver la nuit, il n'y a pas de soleil.
En hiver, quand il fait mauvais, il n'y a pas de soleil. Puis en hiver, quand il fait beau, avec toutes les belles isolations qu'on a fait, les triples vitrages, ben, on n'a pas besoin de chauffer. Donc, pratiquement, je peux vous dire que toutes les installations que je suis, la corrélation entre la production photovoltaïque et l'alimentation d'une pompe à chaleur est que de l'ordre de quelques pourcents. On n'arrive même pas à 10%. Il faut être clair. Donc, voilà. Je poursuis je saute sur je rebondis sur des affirmations du professeur Maréchal qui nous dit « pour se chauffer la mobilité ». Donc, on a bien compris, le « pour se chauffer », ça m'a fait bondir, puisque ce lien n'est pas vraiment là, puisque se chauffer, ce sera beaucoup à la charge du réseau. On est bien d'accord. Et puis ensuite, il y avait sur le même sujet, juste que je retrouve ici, donc oui, les batteries de voiture pour le stockage. Alors ça, c'est super, mais première chose à savoir, c'est que le stockage d'une voiture, c'est de l'ordre de 50 à 100 kWh. Le stockage dans une maison pour passer la nuit, c'est de l'ordre de 10 kWh. Donc juste qu'on se pense qu'on a l'impression qu'il faut des monstres batteries dans une maison, mais c'est pas nécessaire. Ok, donc ça, je tenais à mettre au point. Clair, ça. Deuxième chose que je tenais à mettre au point, c'est j'entends parler très très souvent que les batteries, c'est pas une bonne solution. Par exemple, vous là, vous me dites que vous y croyez pas aux batteries. Voilà. Voilà. Alors justement, question de durabilité, justement, je veux répondre. Je veux répondre parce que je suis en plein là-dedans. Donc, question de durabilité, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est l'aspect que vous avez énuméré et énoncé, qui est le recyclage. Donc, personnellement, j'ai produit déjà 10 tonnes de batteries recyclées. Donc, ce recyclage permet de donner une deuxième vie à une batterie de voiture. Une batterie de voiture, elle va tenir une dizaine d'années, puis elle va tenir une vingtaine d'années encore dans une maison. Donc, déjà là, c'est une très très bonne solution. Première chose. Deuxième chose, si on prend des batteries neuves, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a en tête que les batteries neuves, elles vont contenir des matériaux qui posent problème, typiquement le cobalt, dont on entend beaucoup parler, et bien évidemment le lithium, mais le lithium c'est quand même beaucoup moins problématique. Parlons surtout du cobalt qui est un gros problème. Donc le cobalt, il y en a dans toutes les voitures. Par contre, le cobalt, il n'y en a pas du tout dans les batteries de stockage de maison. Les batteries de stockage de maison, on a des lithium, manganèse, fer, phosphate, des lithium, fer, phosphate. Le fer, c'est un petit peu plus courant sur la planète que le cobalt. Et en plus, mais là, je suis obligé de sortir le mythe que la batterie, c'est pas bon, c'est pas l'avenir, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais ça fait rien. Je parle pour le public, là. Je parle pour le public qu'ils arrêtent d'avoir une mauvaise impression des batteries. Et en plus, actuellement, il y a pas mal de fabricants qui font ces batteries avec des électrolytes biodégradables. Donc, voilà, ça, c'était l'histoire des batteries. Ensuite, donc les limites physiques, j'en ai parlé. Les réseaux, j'en ai parlé. Et puis, j'avais encore juste un dernier point. Ouais. Oui, tout à fait. Non, mais je parle à tout le monde, là. J'étais dernièrement en Afrique, par exemple, dans un village, ils importent des photovoltaïques, parce que vous comprenez, cell ne veut pas dire photovoltaïque, ça peut être toutes sortes de productions. Non, là, on est en train de parler de batterie. Alors, ils sont en train de faire, par exemple, ils importent depuis la Chine des cellules photovoltaïques, parce qu'ils ont beaucoup de soleil, et puis ils ont des batteries pour la nuit. Alors, nous, ce qu'on leur propose, qui est beaucoup plus simple, avec un circuit fermé, vous pouvez faire une centrale de chauffe, mais tout à fait, avec des miroirs, et puis pour pouvoir faire le déphasage entre le jour et la nuit, vous faites un château d'eau, et puis à partir alors, de là, vous faites un pompage. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Avec les produits locaux, et puis c'est uniquement de ça que je dis. Mais voilà. Voilà. Ouais, mais le tout dernier point. voilà. Le tout dernier Les point. questions surtout, si tu as une question à poser. Bon, bah là, je suis désolé, mais j'ai noté ces points, puis j'étais obligé de les dire parce que voilà. L'éolien en hiver, oui, volontiers, mais en tout cas pas ici. Là, on avait trop. J'ai étudié la situation pour ma maison.
Donc pour ma maison, en fait, 8 panneaux solaires suffisent pour remplacer une éolienne de 15 mètres de diamètre. Ouais, c'était un exemple éolien. Voilà. Non, Non, mais juste bien pour dire, réagir pas que les parce gens que- croient qu'on peut mettre de l'éolien sur son balcon ici. Voilà. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord Merci. avec vous. Donc je vais quand même réagir parce qu'il y avait 2-3 chiffres qui ont été cités. Donc quand je dis 60% de la capacité solaire déclarée en Suisse est suffisante pour satisfaire les besoins de la Suisse, là je parle au niveau de la Suisse, hein, dans le modèle qu'on a utilisé, on a effectivement mis les modèles de bâtiments avec l'autoconsommation et on arrive à un niveau de 30 à 40% maximum d'autoconsommation. Ça dépend où on est, le type de bâtiment. Hein. Les Uriquois font moins d'autoconsommation que les gens dans les montagnes, par exemple. Quand je dis les 60%, c'est parce que on a besoin d'éoliennes. Et les éoliennes, je les mets au bon endroit. Une éolienne qui est mise au bon endroit, c'est une éolienne pour laquelle le vent n'a pas d'obstacle. Donc il faut pas mettre une éolienne sur un bâtiment ou dans un quartier. Elle doit voir du vent constant pour être efficace. Et il y a un bon mix entre l'éolien et le photovoltaïque. Et en fait, et le nucléaire, si on veut mettre du nucléaire. Donc, mais l'éolien sera toujours dedans. Voilà. Ouais. Et puis, je voudrais juste alors faire une boutade, hein, parce que effectivement, les batteries, elles auront une deuxième vie dans les bâtiments. Et puis après, il faudra les recycler. Et par chance, ici, on a 30 ans pour mettre en place les filières de recyclage des batteries, qui sont des procédés industriels. Et ici, on les mettra sur les réseaux de chauffage urbain pour utiliser l'énergie du résultat du recyclage des batteries avec de l'énergie renouvelable. Eh bien, servira aussi à faire du chauffage pour les bâtiments. Ok. Sylvain, une question? Ouais, moi j'ai une question, je pense, qui s'adresse à Monsieur Follet. Quel est le service ou la valeur ajoutée que la CEL va créer que le GRD actuel ou Heuken ne peut pas faire? Est-ce qu'on ne fait pas exactement la même chose qu'Heuken en fin de compte? On dit, OK, on va prendre de l'énergie ou acheter de l'énergie à des producteurs, on va les revendre à des consommateurs qui sont un bout plus loin. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'Heuken fait, Joël? C'est ce que tu disais avant. On achète l'énergie, on la transporte à un coût qui est le coût de revient du réseau, puis ensuite on la délivre de l'autre côté. Heuken le fait déjà. Puis ensuite, la question subsidiaire de ça, c'est si c'est une excellente idée de le faire à l'échelle de la commune, pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas le réseau en fait? Pourquoi est-ce que l'idée de l'excellente idée s'arrête à l'échelle de la commune? Ça reviendrait à dire, mais pourquoi on n'étend pas au niveau du réseau de dessert de Heuken en fin de compte? Puis, est-ce que ça ne revient pas tout simplement à remplacer Heuken? Mais en fait, il y a une bonne partie de la réponse dans la question. Là, parce que, évidemment, moi, ce qui me plaît dans l'idée, je dis que c'est une excellente idée, mais on voit, après ce tour de table, peut-être que je rentre à la maison, puis je me dis qu'il faut que je réalise un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, le gros défi qu'on a sur le réseau, c'est la flexibilité. On doit aller trouver le maximum de flexibilité pour éviter de courir au renforcement du réseau partout, où les gens plantent leur voiture pour la charger, utilisent, disons, injectent du réseau. On doit trouver ces équilibres. Donc, ce que je me disais, c'est que la CEL peut être une incitation à finalement augmenter l'autoconsommation et donc éviter, que l'énergie qui soit produite dans un endroit du réseau puisse être au maximum consommée dans le réseau au même niveau de tension pour éviter de renforcer le réseau et finalement de le faire payer et ça se retrouve sur la facture du client. Première réponse. Donc c'est ça que j'essaie de trouver et je suis pas sûr de l'avoir trouvé. Puis la deuxième chose, faire une CEL au niveau plus large, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et Joël? peut-être avec la nuance suivante, c'est que dans une CEL, on peut imaginer que ce sont les privés propriétaires de bâtiments qui vont investir et pas le distributeur. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent en plus pour investir dans la transition par rapport à maintenant. Et ça, c'est peut-être un attrait de la mise en place des CEL. C'est le plus gros attrait. Et puis peut-être une chose qui est, pourquoi pas de le faire sur tout le réseau d'Heuken, simplement parce que la loi délimite les CEL au territoire communal. Donc ça peut pas se faire. Maintenant, les CEL, faut pas avoir d'acheter de l'électricité à des producteurs et autres, c'est de produire elles-mêmes un mix d'électricité pour l'autoconsommer entre tout le monde au niveau des citoyens d'une commune.
Petit rajout. Oui, juste pour préciser que je vous ai dit au début, on a commencé par une autoconsommation sur son propre bâtiment, après ça s'est étendu au bâtiment voisin, puis on arrive maintenant à une commune. Si ça marche, peut-être bien que les chambres fédérales décideront d'élargir encore. Ouais, c'est en fait un phénomène. Le syndic Denis avait une question. Au monsieur fort sympathique et très cultivé en Orange, qui nous a instruits. Bonjour. Vous aurez pu aller à la table ronde, ça aurait été très intéressant. Vous parlez, quand vous raisonnez, vous dites « j'ai étudié pour ma maison, chacun pense à sa petite éolienne devant chez lui ». C'est là que vous êtes dans l'erreur et que les gens sont dans l'erreur. Si on parle de réseau communal, c'est parce que on doit passer du je au nous. Et c'est ça la vraie solidarité. Et il faut arrêter de dire j'ai ma maison, j'ai mon petit panneau, j'ai bon chauffage, ma pompe à chaleur. Le circuit local d'électricité va avec un cadre aussi. On doit penser au niveau de la commune, de la collectivité et du village. Et il faut renoncer à penser égoïstement pour soi. Dire j'ai ma petite batterie, je vais faire mes petites réserves, j'ai ma petite voiture. Non. Et puis les gens, on peut dire ce qu'on veut. Personne n'a envie vraiment de renoncer à consommer l'électricité. Alors peut-être qu'il y a de grands idéalistes écologistes, mais dans la réalité, on aime avoir son ordinateur qui est branché à la prise, et puis on n'a pas trop envie tous les soirs d'aller à l'interrupteur de la prise et puis appuyer sur le bouton. On aime avoir son confort, et la demande d'électricité va sans arrêt augmenter. Hein. Faut pas être utopiste, faut partir de la réalité et penser faut penser collectif maintenant. Et c'est ce qu'on fait dans la commune d'Aigné, et les projets commencent à bien s'aguiller. Donc il faut dire aux gens, maintenant c'est collectif, il faut arrêter l'individualisme. Et d'où la richesse de la chose locale. Mais il ne voulait pas dire qu'il fallait faire sur l'individualisme. Non, mais moi j'aime bien les gens qui disent, moi j'ai calculé pour ma maison, mais on s'en fout de la maison des gens. On pense au local. Dominique, tu avais une question? Ah mais vous pouvez faire tous les conseils que vous voulez. Moi je dirige une commune de 500 habitants. Oui, ok. Une dernière question éventuellement, parce qu'après, mais si tu dois partir, on peut libérer M. Fournier, alors. Non, juste, là, on parle du principe que les CEL, elles doivent toujours consommer. Mais si on part du principe d'une commune productrice qui pourrait faire une CEL dans sa commune, qui deviendrait surproductrice. L'exemple de notre commune, on est 1000 habitants, on produit environ 25 gigas, on en consomme 5. On est en autosuffisance toute l'année. Qu'est-ce qu'on va faire des 20 gigas supplémentaires? On les revendra à Weekend. Ben oui. À ma connaissance, selon les règles qui ont été fixées, vous pouvez vendre à qui vous voulez, à Weekend, mais aussi à Romand d'énergie ou au SIG ou à une grande société industrielle qui serait intéressée à acheter votre énergie. Ou un grand consommateur à Genève. Mais dans ce sens-là, ça n'encourage pas vraiment à ce qu'on mette du photovoltaïque chez nous, les communes déjà productrices. Et puis d'un autre côté, ça engage aussi à se dire, ben moi je suis syndic de ma commune de 500 habitants, je reste chez moi pour moi, et puis les autres communes autour, ben merci, au revoir, à la prochaine. Oui, mais voyez, vraiment, je pense que le Parlement, quand il a décidé de mettre en place les communautés électriques locales, c'est pour favoriser l'investissement dans les installations photovoltaïques. À mon avis, c'est ça au début. Bien sûr qu'on peut faire autre chose, comme vous l'avez dit, on pourrait mettre en place un micro-turbinage, que sais-je. Mais ce n'est pas le fondement même. Et si vous êtes producteur, peut-être que vous avez un intérêt au niveau de la commune, si vous êtes propriétaire d'une turbine, vous avez peut-être intérêt à essayer de vendre sur le marché plutôt que de vendre en sel. Il faut étudier ça. Voilà, une dernière question, puis après, les suivantes seront pour l'apéro. Alors, ce n'est pas une question, mais il y avait un doute si une CEL existait en Suisse. D'accord, donc ça existe. Elle sera inaugurée la semaine prochaine sur la côte. C'est une centaine d'appartements avec quelques immeubles. La société pour qui je travaille, qui est Studer Inotech, on a participé à fournir les onduleurs pour ces bâtiments. Il y en a 18. C'est le principe, ouais. Mais c'est le même principe. Ils vont consommer ce qu'ils font en local. Il y a beaucoup de coopératives qui font ça. C'est une coopérative, mais... Non, le but, c'est qu'ils coupent le réseau pour être, entre guillemets, qu'ils coupent pour être autonome. Mais c'est le même principe. C'est plus grand, mais ça vient gentiment. Ok, alors, merci beaucoup à nos 4 intervenants. Je rappelle le professeur Maréchal, Joël Fournier, François Felet et James Gentizon. On peut les applaudir et merci à vous.